Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Sensibiliser le public au dysfonctionnement de la thyroïde, c'est l'objectif de la Journée mondiale de la thyroïde célébrée ce 25 mai, les troubles liés à cette glande dans ce journal. Ce 25 mai, c'est également la Journée mondiale de l'Afrique, une occasion pour chaque pays africain d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Et puis l'autisme est un trouble neurodéveloppemental complexe qui fait partie des troubles envahissants du développement et qui dure tout au long de la vie. Le dépistage et la prise en charge permettent d'y faire face. Ce 25 mai, c'est la journée de l'Afrique, une occasion pour chaque pays, dont le Bénin, d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains. Elle représente le symbole du combat de tout un continent pour la libération, le développement et le progrès économique. Émile Azokota. L'Afrique est un continent en mutation profonde. Elle est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. 58 ans après la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, le produit intérieur brut PIB par habitant reste toujours le plus bas du monde. Si le climat des affaires n'est pas propice à l'arrivée de tels capitaux, on ne les aura pratiquement jamais. Je crois que l'Afrique recueille moins de 3% des investissements directs étrangers. Et ça, c'est une clé sur laquelle on devrait travailler si on n'est qu'à moins de 3% de ces investissements directs étrangers, alors qu'on sait que c'est un des leviers les plus importants pour lever la croissance, pour entraîner l'économie. Il va sans dire que nous devons arrêter avec les discours lénifiants et travailler pas à pas à créer les conditions de la bonne gouvernance dans nos pays et de l'accueil des capitaux, des investissements étrangers. Ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par le continent africain et l'évolution actuelle ne corrige en rien les chiffres malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent. Après s'être contracté de 2,1% en 2020, le PIB réel africain devrait croître de 3,4% en 2021 selon la Banque africaine de développement. L'émergence économique suppose une croissance à 2 chiffres. Et combien de pays ont pu se payer ça? À côté de nous, le Ghana a pu truster les 13-14% à un moment donné. Mais c'était une croissance artificielle. Nous avons du mal à sortir de la trappe de pauvreté parce que parfois aussi, nous ne disons pas la vérité. On ne peut pas s'en sortir avec un taux de croissance démographique qui obère le peu qu'on a en croissance économique. Si ce qu'on a pu dégager n'est que ça, mais ça ne peut jamais couvrir les besoins que nous avons par ailleurs au plan social en tout cas, notre manque de contrôle, de régulation des naissances. N'ayons pas peur des mots. Néanmoins, l'endettement des pays reste très lourd, faute d'un développement économique harmonieux selon des scientifiques. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Cependant, la situation économique du continent progresse et la Banque mondiale estime que la plupart des économies africaines sont susceptibles de rejoindre la catégorie des pays à revenus intermédiaires avant 2025. Pour de nombreux experts, les conséquences de la pandémie de Covid-19 devraient rappeler aux gouvernants la nécessité de vraiment lutter pour le développement du continent. Le monde célèbre également ce 25 mai la journée de la thyroïde, une glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme. Sa mission est délicate, produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Cette journée instituée depuis 2007 a pour objectif de sensibiliser le public au dysfonctionnement de la thyroïde. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. Héloïse Winanto, Louis Kourobo.
La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie. Mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes et pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès, on parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins. Donc là, on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là maintenant, quand j'ai examiné votre glande thyroïde n'est pas extrêmement, n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé. Thyroïde a grossi ou pas. Je l'annonçais dans les titres, quand bien même il n'est pas considéré comme une maladie, le traitement de l'autisme peut être semblable à bon nombre de maladies graves. Le dépistage et la prise en charge très tôt peuvent permettre aux parents de dompter au plus tôt le trouble de leur enfant autiste. Comment cela peut-il se faire? Virginie Oussoua-Dianoron est médecin. Elle nous explique ici, pour elle, en plus des parents, les agents de santé ont un rôle important à jouer pour le bien-être de leur progéniture. Suivez plutôt. Lorsqu'il s'agit de l'autisme, nous voyons, c'est des enfants indifférents, surtout à l'être humain. Vous allez voir, vous êtes là devant votre enfant, vous êtes intéressé à lui faire ci, à lui faire ça, mais il vous ignore et c'est peut-être les objets qui sont autour de lui. Peut-être qu'il y a un robinet là, l'enfant vous ignore et l'enfant touche au robinet, l'enfant touche au balai qui est par terre, l'enfant est indifférent à vous, que ça doit vous étonner, vous dites, ah mais après tout je suis sa mère, mais pourquoi ce comportement? Quand ça se prend vite en charge,
l'enfant, même si on dit que l'autisme chronique est incurable, n'est pas à chose, on peut aider l'enfant dans ses facultés à déceler de quoi il est capable dans cet état d'autisme et l'orientation de la vie de l'enfant. Tout d'abord, dès que l'enfant naît, obligatoirement, avant que le parent ne rentre à la maison, il faudrait que l'agent de santé ait en présence d'esprit de présenter tout nouveau-né à un pédiatre. Ça doit commencer par là. Nous ne le faisons pas. Ce n'est pas la faute des parents qui souvent sont ignorants. C'est à nous, agents de santé, de faire une consultation pédiatrique à tout enfant qui vient de naître avant que l'enfant ne soit libéré avec sa maman. Et déjà là, le pédiatre va commencer par voir, oui, est-ce que l'enfant est né correctement, les réflexes sont là, est-ce que ceci ne manque pas. Et on doit éduquer les mères, les parents, avant que l'enfant n'ait 2 ans. De 0 à 18 mois, à 24 mois, c'est le moment de développement vraiment psychosocial où l'enfant acquiert tout, capital génétique, croissance, développement. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, une entreprise évoluant dans l'agroalimentaire s'est spécialisée dans la transformation du manioc en produits dérivés. Elle conditionne principalement le couscous de manioc, la pâte de manioc et les feuilles de manioc moulues. Son objectif est d'ajouter de la valeur à ce tubercule afin de mieux se positionner dans le secteur concurrentiel du commerce des produits alimentaires de base. En moins de 3 ans, elle a commercialisé ses produits dans les magasins européens et américains destinés à la diaspora africaine. Les exportations représentent 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise, évalué à des centaines de milliers d'euros en 2020. À l'avenir, l'entreprise ivoirienne a l'intention d'introduire d'autres produits, notamment la farine d'Iyam. D'autres informations au plan international, c'est dans Eco Inter. Eco Inter présenté ce mardi par Rodrigue Babagbeto. Le coton n'a plus la côte en Afrique du Sud. La récolte est en cours dans les champs de coton sud-africains, principalement dans les régions du Limpopo et du Northern Cape, à travers seulement 17 000 hectares, ce qui représente 40% de moins par rapport à la saison 2018-2019, quand l'Afrique du Sud comptait 41 713 hectares de coton. La production estimée est elle aussi en baisse. Cette saison, seulement 80 200 balles de coton ont été récoltées contre 134 000 balles lors de la saison précédente. Entre la saison 2018-2019 et aujourd'hui, les surfaces cultivées sont de 10 000 hectares. Selon certains responsables, la hausse des prix du coton et la reprise de l'activité économique post-Covid devraient relancer la culture. Le département américain pour l'agriculture prévoit une hausse de 3,5% de la consommation mondiale de coton pour la saison 2021-2022. La production de riz en Camargue dans le sud de la France devrait chuter de 25 à 30% cette année en raison de la rotation des cultures. Le syndicat des riziculteurs de France tire la sonnette d'alarme puisque c'est en Camargue qu'est cultivé l'essentiel du riz français. Raison évoquée, l'abandon de cette culture millénaire par bon nombre d'agriculteurs qui se penchent plus sur la production des légumes. Ils devraient être environ 50 cette année à transformer leur surface rizicole en maraîchage. Une situation qui est due à l'interdiction en France de produits phytosanitaires considérés dangereux pour l'environnement, alors que ces mêmes produits ne sont en revanche pas interdits en Italie et en Espagne, les deux plus grands producteurs européens.
La France et l'Allemagne ne sont pas les seuls grands pays européens à miser sur l'hydrogène vert. Le gouvernement espagnol vient d'annoncer ce lundi 24 mai un plan de soutien à la production d'hydrogène propre basé sur l'utilisation des fonds européens de relance avec l'ambition de faire du pays le principal pôle industriel pour ce type d'énergie propre. Environ 1,5 milliard d'euros seront donc puisés dans ces fonds dans les 3 années à venir. Et bien voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.